Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2012 tire vers sa fin, une année de dure épreuve pour le Mali, un coup d'État, une transition, une grande instabilité sur fond d'invasion des régions du Nord par des groupes armés. L'interview de la semaine tente aujourd'hui justement de faire le bilan de cette année qui s'achève. Notre invité Adam Cham, journaliste, éditorialiste et grand observateur de l'actualité nationale. Merci donc Adam de répondre à nos questions. Pour commencer, selon vous, quel a été le fait le plus marquant de l'année 2012? Le fait le plus marquant pour moi, c'est la rupture de l'égalité, le coup d'État du 22 mars, qui n'est pas le point de départ de la crise, qui est peut-être même une conséquence de la crise du Nord, mais qui renouvelle effectivement toutes les questions, tous les défis qui attendent le Mali dans sa marche vers une république. Le 22 mars, ce n'était donc, selon vous, pas le départ. Donc, il faut comprendre qu'il y avait déjà les prémices de la crise qui étaient là, les éléments constitutifs. Il est évident que la question du Nord, sur 2 décennies au moins, a été une question récurrente. Nous avons vu en 90 le MPA prendre les armes sur un argumentaire politique qui a été validé à l'époque, n'est-ce pas, par le mouvement démocratique fraîchement venu au pouvoir. Puis nous avons vu en 2006 une petite dissidence dans la région de Kidal. Et nous avons vu effectivement en 2011, à partir de novembre, de nouvelles revendications indépendantistes du MNA, puis l'attaque de Ménaka le 17 janvier, une série d'attaques dans les régions nord et le 22 mars, le coup d'État. Mais quand le coup d'État arrivait, nous avions déjà eu beaucoup d'attaques au nord et c'est la raison pour laquelle je pense effectivement que le 22 mars, même le point de départ d'une nouvelle crise est quand même la conséquence de la gestion du Nord. Mais est-ce que ce que vous dites fait que le 22 mars était quelque part prévisible? Est-ce qu'il fallait s'attendre un peu à cette évolution-là? Je crois que plus d'un ont été pris. Oui, personnellement, j'ai été surpris. Je faisais partie de ceux qui pensaient que le Mali était peut-être déçu des coups d'État. Mais les observateurs les plus pessimistes, on l'a vu pendant toute l'année 2011, disaient effectivement que fin 2011, début 2012 était une période très critique parce que c'était une période quand même, c'était l'interrègne. Le président Touré était à la fin de son mandat. On attendait des élections qui étaient plus ou moins mal préparées. Il y avait une situation de fait qui pouvait empêcher cette élection de se tenir au nord. Il y avait beaucoup de replis tactiques de l'armée qui étaient autant de défaites déguisées et qui ne pouvaient ne pas avoir de conséquences au sein de l'armée ni de conséquences au sein de la population. Grosso modo, c'était prévisible pour l'observateur averti. Je pense que quand on déroge des normes de gouvernance, tout est possible. C'est ça le postulat. Maintenant, est-ce que le 22 mars devait être un coup d'État? Je ne sais pas, mais il y avait des normes de gouvernance dont nous nous sommes écartés, une gestion absolument tribale de la question du Nord, peut-être aussi l'entretien d'enfants gâtés qui ont beaucoup bénéficié de la République, la chute totale des comptoirs au Mali. Donc pendant une dizaine d'années, on a vu même le Parlement national à l'époque, et l'ambassadeur de France l'avait dit justement, et on l'avait pris à partie, c'était très peu intéressé à la question du Nord. Donc tout ça mis ensemble faisait effectivement qu'il y avait des voyants qui s'allumaient et qu'on refusait de regarder. Et la conséquence, c'est sans le justifier que des fois nous pouvons avoir des ruptures qui créent plus de problèmes au pays que si on avait, au moment où il le fallait, pris les dispositions qu'il fallait. Le 22 mars, donc, coup d'État, ensuite accord cadre. On s'engage donc dans une transition après le rétablissement des institutions. Généralement, pendant les transitions, on s'en passe. Est-ce que c'était un bon choix finalement? Alors, ce que nous avons au Mali, c'est deux postures. La posture de ceux qui disaient, tiens, nous sommes dans une rupture totale de l'égalité et puis il faudra peut-être repartir avec de nouvelles légitimités. Et il y a ceux qui ont dit, non, la légitimité démocratique n'est pas rompue. La constitution malienne prévoit qu'en cas
d'empêchement du président qu'il soit remplacé par le président de l'Assemblée nationale. On a donc organisé, comme vous l'avez vu, la démission du président sortant. Puis le 7 avril, il y a eu l'investiture du président constitutionnel. Mais il y avait des difficultés objectives qui faisaient que le président par intérim ne pouvait pas nommer de gouvernement ni démettre le gouvernement. Or, objectivement, avec le 22 mars, c'est le gouvernement ATT qui s'était retrouvé en prison. Donc il a fallu pourvoir à cette faiblesse-là par des dispositions de l'accord cadre, un accord cadre qui était négocié entre l'ex-junte et le médiateur de la CEDEAO et effectivement un premier ministre prénommé qui nommait après les ministres. Est-ce qu'on a bien fait de faire justement ce choix-là? Écoutez, moi je constate que nous nous en bien sortis. Le 7 avril, nous avons eu l'histoire du coup d'État le plus rapide au monde. Le pouvoir est transmis constitutionnellement. Il n'a pas été entièrement transmis. Il y a encore des problèmes et c'est évident qu'il faut qu'on le réalise, que peut-être la réalité du pouvoir ne peut pas être entre les mains des seuls légitimistes. Mais je constate que, oui, le 7 avril, le Mali a eu un président constitutionnel qui a des pouvoirs très limités. Il a eu un Premier ministre qui, malheureusement, a un peu surestimé le concept de plein pouvoir. Et puis, il y avait toujours dans l'ombre l'ex-junte qui est partie prenante du jeu et qui l'a fait savoir assez souvent ces derniers mois. Quand je prends des choses comme les pleins pouvoirs du Premier ministre qui n'ont pas en son temps suffisamment été expliqués, on ne savait pas exactement finalement ce qui était dedans, est-ce qu'il fallait considérer cet accord cadre comme un bon arrangement pour... Les spécialistes à l'époque que j'ai interrogés sur la cohabitation de la Constitution et de l'accord cadre m'ont dit ceci. La Constitution malienne ne pourvoyait pas tout, y compris que le président par intérim puisse nommer, par exemple, un gouvernement. Pour le faire, il a fallu sortir de la Constitution et y revenir. Et c'est ce qui explique pour eux l'existence de l'accord cadre. Et l'accord cadre devrait aussi aménager la sortie pour l'ex-junte. Ça, ce n'était pas prévu dans la Constitution. Comme vous savez, la Constitution malienne, un coup d'État qui inscrit à l'époque, c'est que l'amnistie pour les du 22 considérer ces arrangements. Et nous avons aujourd'hui de cette date, donc 9, le gouvernement finalement pendant cette période de mois. Je pense que nous pouvons vraiment inacceptable, soyons à tort, les réussites qui puissent, premièrement, parce que le gouvernement, notamment les acteurs politiques, parce qu'il est dans le révolutionnaire, désigné, n'est pas, il dit consensus, il était dans une logique d'affirmation de son pouvoir, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'un Premier ministre peut être désigné à l'exclusion d'acteurs importants de la société, tels que la classe politique et la société civile. Et c'est bien ce qui est arrivé en avril 2012 et c'est ce qui explique que nous ayons eu des problèmes. Donc, je trouve que l'instabilité gouvernementale, avec 3 gouvernements formés en moins de 9 mois, est un signe inquiétant de la crise et j'espère que ce sera le dernier gouvernement avant la libération du Nord. Mais elle découle, cette instabilité gouvernementale, de l'instabilité politique. Jamais on n'a vu autant de divergences entre Maliens. Qu'est-ce qui l'explique? Elle découle, à mon avis, d'abord d'une faible prise en compte des défis et des enjeux. Je ne crois pas que les enjeux aujourd'hui doivent être ceux du positionnement personnel, ceux du pouvoir personnel. Nous avons une situation où les 2/3 du pays nous ont échappé. Nous avons une situation où notre armée a quand même été humiliée, qu'on le veuille ou non. Nous avons une situation où nous découvrons que l'accompagnement que nous avons fait du pouvoir pendant 10 ans
a donné effectivement les résultats que nous avons. Le 17 janvier avec l'attaque du Ménaka, le 19 avec Aguelok, puis la chute en série de toutes les grandes villes du Nord. Je pense que c'est normalement un moment pour la méditation, un moment pour s'arrêter, évaluer ce qui n'est pas allé et repartir d'un bon pied. Ça ne peut pas être le moment où effectivement on se canarde pour les postes et on se canarde pour les privilèges. Et c'est ça qui a dominé, à mon avis, et qui va continuer à dominer la transition du Mali. Et ça n'est pas pour le bonheur du pays. Et on a l'impression, justement, après tout ce que vous avez cité, on a juste l'impression à Bamako que le Nord, il est quelque part oublié, tout simplement. Le Nord est oublié, évidemment. Moi, je fais partie de ceux qui ont pensé depuis très longtemps que notre désintérêt vers le Nord renforce une sorte de stratégie du chaos que nous croyons avoir décelé dans la gestion récente du Nord. Ceci dit, je pense que le Nord n'est pas important pour nous, mais rien n'est véritablement important pour nous, ni Caille, ni Sikasso, ni Ségou. Ce qui est important pour les Maliens d'aujourd'hui et les élites maliennes. Et les élites maliennes, ce n'est pas que la classe politique. C'est la hiérarchie de l'armée, c'est les fonctions. Ce qui est important pour le Mali aujourd'hui, c'est leur posture personnelle, c'est leur position personnelle. Très peu de considération pour le Mali en tant que pays, très peu de considération sur la place du Mali dans la sous-région, très peu de considération pour la place du Mali dans le monde. En dépit des propos grandiloquents, il y a très peu de patriotisme dans ce pays. Dans ce contexte, Adam, comment dirais-je, le Nord, on va y revenir, mais vous avez souhaité plus de réussite pour ce gouvernement qui s'est installé récemment. Est-ce que les conditions sont réunies maintenant pour que ce gouvernement fasse le boulot qu'on lui demande pour qu'on avance tranquillement? Les conditions, oui, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est prendre conscience du Mali. Prendre conscience des problèmes du Mali, prendre conscience des défis du Mali. Tant qu'on a ça à l'esprit, oui, on se rendra sur l'essentiel. Parce que les concessions, il va falloir les faire. Les compromis, il va falloir les faire. Personne n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la raison. On s'entend et puis on avance. Et donc ce qui est important, c'est mettre le Mali au-dessus de toutes les autres considérations. Je pense que si ça s'est réuni, oui. Et je crois effectivement que en termes de métier, oui, il y a une différence. Le Premier ministre actuel et le Premier ministre sortant, ça devra pouvoir aider. Mais ce qui est important, et même le Premier ministre actuel, le président, le capitaine Sanogo, ils ne pourront rien tant que l'élément le plus important aujourd'hui n'est pas le Mali. Parlons un peu du rôle de la communauté internationale dans tout ça, la communauté internationale qui était là dès le départ, qui s'est mobilisée et dont le rôle a été aussi très décrié dans la gestion donc, de cette crise. Comment est-ce qu'il faut entrevoir l'action de la communauté internationale au Mali? Oui, c'est étrange que la communauté internationale se soit ruée sur la Libye parce que Kadhafi n'est pas démocrate et demande au Mali de négocier avec les terroristes, les indépendantistes qui ont attaqué le Mali quand même dans ses frontières internationalement reconnues. Et il y a même des résolutions des organisations internationales, l'ONU, etc., qui interdisent toute négociation avec les terroristes. Donc on ne peut pas comprendre ça. Et ce n'est pas cohérent. Mais c'est peut-être des non-dits. Peut-être que ce que la communauté internationale craint, c'est l'appui militaire et des moyens conséquents à un pouvoir dont le tricéphalisme était dénoncé. Parce qu'on ne sait plus à ce moment-là à qui s'adresser, et c'est d'ailleurs cette crainte non exprimée qui peut-être inscrit le procès qu'on fait du Mali
ailleurs qu'à Bamako, et qui a fait effectivement que de plus en plus revient sur le tapis la question des élections avant la libération pour qu'un régime qui a la légitimité populaire puisse bénéficier de la caution de la communauté internationale. Pour vous, c'est acceptable? Écoutez, moi, j'ai vu beaucoup d'exemples dans le monde où des territoires sont occupés, on fait des élections et puis on libère les partis occupés. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis. La différence ici, c'est que nous sommes dans la situation parce qu'il y a un mouvement indépendantiste, n'est-ce pas, qui a déclenché les hostilités. Et nous sommes dans cette situation parce qu'il y a des communautés du Nord qui nous disent, mais non, nous ne comprenions pas que vous fassiez des élections avant que le Nord soit libéré. Et si j'ai bien vu les enquêtes de la Fondation Fred Schebert qui disent que 91% des Maliens ordinaires qu'ils ont interviewés sont contre la libération, contre l'élection avant la libération. Pour ce qui me concerne, mon objectif principal, c'est la libération du Nord, c'est l'intégrité territoriale. Et si cela passe par des élections pour qu'un régime élu soit en charge de cette mission-là, je n'ai aucun problème. Beaucoup pensent que c'est accepter la partition de fait du pays. Ce qui fait la partition de fait du pays, c'est que l'armée n'est pas au nord. Il ne faut pas qu'on nous trompe. La partition du Mali aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est en train de parler des élections sur le nord, c'est parce que le nord est occupé et il n'est pas en train d'être libéré. On va reparler donc de libération. Continuons un peu à parler de l'attitude de la communauté internationale. Certains estiment que la communauté internationale veut juste remettre aujourd'hui le MNLA en selle. Le MNLA n'a pas pu se former sans la complicité de certains de nos partenaires, il faut le dire très clairement. Le MNLA a bénéficié d'une faveur médiatique qu'on ne trouve nulle part. Et il est évident qu'il y a de la sympathie pour ce mouvement. Pour quelle raison? Le Sahel est devenu un entrepôt des otages français. Ce n'est pas acceptable. On a vu dans quelles conditions ils sont enlevés et gardés. Plusieurs fois, on a parlé des complicités entre l'État et le crime organisé au Mali. Il faut que nous nous sortions de cela. Tant que nous ne sortions pas de cela, nous aurons peut-être demain la France contre nous, après ça va être la Suède, après ça va être les États-Unis. Ce n'est pas possible simplement qu'un État accepte d'être un entrepôt d'otages. Et je crois que c'est ce qui explique effectivement le grenouillage qu'il y a eu autour du MNLA, indépendantiste aujourd'hui peut-être, mais de moins en moins on entend le MNLA reconduire cette exigence. Et donc il est possible effectivement qu'il renonce à cela, c'est en tout cas la condition de l'État malien pour aller aux négociations. En dehors de l'indépendance, des formes d'autonomie, des formes de décentralisation poussée sont non seulement acceptables, mais souhaitables. Non seulement acceptables et souhaitables pour les régions nord, mais acceptables et souhaitables pour toutes les régions du Mali. Est-ce que pour vous, il y a moyen de dissocier, quand on parle de négocier avec certains, il y a moyen aujourd'hui de dissocier MNLA en Sardine des mouvements terroristes? Je crois que l'erreur, c'est de penser que, par exemple, un mouvement comme en Sardine peut se démarquer de AQMI. Parce qu'en Sardine, on n'existe pas. En Sardine est le cache-sexe d'AQMI. Je ne vois pas, franchement, comment on peut arriver à négocier avec AQMI ou avec Moujao, qui ne renonceront pas à leur identité, et leur identité, c'est la charia. À moins que l'État malien ne renonce à la laïcité, je ne vois pas comment les négociations sur ce plan-là peuvent aboutir. Pour le MNLA, c'est différent, sauf que le MNLA n'existe plus. Alors la question c'est pourquoi négocier avec une structure qui n'existe plus? Parlons donc à présent de reconquête du Nord. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans ce contexte? Partir sans la communauté internationale qui dit pas avant septembre, ou alors est-ce que l'armée malienne a les moyens d'y aller?
Moi, je trouve même humiliant, en tant que Malien, d'envisager qu'on ne peut pas libérer le Nord sans la communauté internationale. Je le trouve particulièrement humiliant dans la chair et je pense que nous devons éviter ce débat. Le débat doit être qu'est-ce que nous faisons pour que notre armée soit en conditions matérielles et psychologiques de faire ce travail qui est conforme à sa vocation. Elle n'a pas d'autre raison d'être. Maintenant, s'il y a des problèmes, si nous n'avons plus une armée républicaine, il faut le dire. Mais le Nord Mali doit être libéré par l'armée malienne. Les Maliens doivent se mobiliser, doivent tout faire pour que cette armée ne manque pas de moyens pour faire ce travail. Et je pense très honnêtement que ce travail n'est pas au-dessus de nos moyens. Je pense qu'il y a une savante intoxication qui complexifie et puis qui alourdit les enjeux du Nord. Je ne pense pas que Al-Qaïda soit fort, je ne pense pas que le MNLA soit fort, je ne pense pas que le Moujao soit fort, je ne pense pas que Ansar Dine soit fort. Je pense que quelle que soit leur force, elles ne peuvent pas être supérieures à celle d'une armée malienne remobilisée, acquise au principe de la République et bénéficiant du commandement et de l'autorité politique qu'il faut pour que le Nord Mali redevienne une partie du Mali le plus tôt possible. Elle était partie du Nord par manque de moyens, par manque d'encadrement. Est-ce que ces conditions, ces obstacles sont aujourd'hui levés? Je ne sais pas les conditions dans lesquelles elle est partie du Nord. C'est pourquoi je fais partie de ceux qui exigent l'audit de la guerre du Nord. C'est important de savoir ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé au Nord, c'est ce qui conditionne la pérennité et la durabilité de la République du Mali. La reconstruction de l'armée, on en a beaucoup parlé. Est-ce que finalement, selon vous, c'est juste un alibi pour ne pas y aller? Si on écoute les spécialistes disent effectivement que dans les conditions actuelles, cette armée n'est pas prête à y aller. D'abord, elle a un problème d'équipement. Déjà, il a un problème psychologique. Il n'y a pas de chaîne de commande uniforme, donc tout ça doit être reconstruit. Et puis attention, l'armée est sous l'autorité politique. Si le Nord n'est pas en train d'être libéré aujourd'hui, moi je ne m'en prends pas au sergent, je ne m'en prends pas à l'adjudant. L'armée est sous le contrôle de l'autorité politique, et c'est l'autorité politique qui doit donner le signe. En aparté, quelque part, que l'armée est aujourd'hui et que le pouvoir politique ne donne pas l'ordre. Le pouvoir politique, si nous prenons l'exemple très précis, le cas très précis du président Traoré, je ne vois pas quel intérêt il a à ne pas vouloir la libération du Nord, parce que c'est d'abord lui que ça grandit. Et je crois qu'aucun président n'a eu la chance, la malchance qu'il a eue de venir en ce moment, mais aussi la chance historique d'organiser la reconquête d'une unité territoriale compromise. Je ne crois donc pas que ce soit un jeu de nombril ou par narcissisme qu'il n'est pas en train d'ordonner la libération du Nord. Je pense qu'il y a des raisons objectives qui font qu'aujourd'hui, l'armée ne peut pas aller au Nord. Mais ce n'est pas une question d'aller forcément dans les heures qui suivent. Ce n'est pas une question d'aller forcément dans la semaine qui suit, c'est une question de mettre en place au niveau interne les moyens dont cette armée a besoin pour faire un travail qui est à sa hauteur. Pour terminer, Adam, comment sortir aujourd'hui de l'impasse actuelle? Le défi du Mali, aujourd'hui, c'est la reconquête de sa souveraineté et de son unité territoriale. Il n'y a pas deux autres défis. Nous y arrivons avec l'appui de la communauté internationale ou sans l'appui de la communauté internationale. Mais le travail ne peut être fait que par nous. Le travail ne peut être fait que par l'armée malienne.
Et il faut le faire le plus tôt possible. Plus on leur donne de temps, plus ils s'incrustent et plus il peut faire jonction avec l'islam politique qui est à l'œuvre au Mali et qui est la conséquence effectivement des gouvernances inexpliquées ou corrompues des dernières années. Et c'est ça qui est le danger. Et c'est pour cela qu'il faut agir vite. Et vous, vous êtes optimiste? Moi, je suis très optimiste. D'abord parce que le Mali est une grande nation et parce que les grandes nations connaissent des revers de fortune, connaissent des adversités dans l'histoire qu'ils arrivent à surmonter. Et plusieurs fois, l'Empire du Mali a été agressé, et a reconquis cette noblesse. L'Empire Songhai, c'est la même chose. L'Empire, le royaume Bambara, c'est la même chose. Donc nous avons quand même un fond ici qui fait que effectivement, nous sommes habitués à la grandeur, à l'éclipse et puis à la grandeur de nouveau. Et donc nous sommes en phase d'éclipse. Il ne faut pas aller loin. Et c'est honteux et humiliant. Mais il n'y a aucune raison de désespérer. Je pense que nous pouvons nous en sortir. Je pense que nous avons les ressorts pour nous en sortir. Et ce qui est important ici au Mali, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est que nous sommes un pays de cousins, de tantes, de neveux, et cela renforce notre capital social. Et quand le capital social est fort, tout est possible. Merci Adam Thiam d'avoir répondu à nos questions. Merci mesdames, messieurs d'avoir été avec nous. C'était donc l'interview de la semaine, le dernier numéro de l'année. Que de 13 apporte à notre pays la paix tant recherchée, la quiétude tant souhaitée et beaucoup de bonheur. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Bonne suite de programme sur l'ORTM.